En virage cette semaine, on fait l'essai du Volvo EX30. On reçoit les gens de Groupe Saillant Autocrédit. On analyse le marché automobile en compagnie de Patrice Ouellette. Beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Et on poursuit nos chroniques avec des harnais plus mécaniques. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. Et avec moi, j'ai Marc Bouchard. Jacques, bienvenue. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Alors, Volvo EX30 en studio, petit véhicule électrique de Volvo. On l'a bien dessiné, celui-là, puis depuis quelques années, ça va bien au niveau design chez Volvo. On devait arriver avec des voitures électriques, ça, c'est le fun. On voulait avoir de petites voitures électriques urbaines. Volvo nous en propose une avec le EX30. Par contre, ils ont oublié de faire suivre le prix. Ça fait que ça, c'est la petite affaire qui manque du côté de chez Volvo. Peut-être que ça viendra, mais c'est un véhicule que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui apporte des choses intéressantes dans le marché. Tout à fait. En fait, on va régler la question du prix tout de suite. Là. Le véhicule qu'on a en studio, c'est 64 000 $. Pour un petit véhicule urbain, aussi électrique soit-il, c'est quand même beaucoup de sous, il faut bien l'avouer, parce que l'espace intérieur est correct. Là. En fait, c'est étonnant, ce véhicule-là, parce que quand tu es assis à l'intérieur, tu as l'impression que tu as de la place en masse, alors que quand tu regardes les dimensions réelles, c'est vraiment pas grand. Ouais. Donc, c'est vraiment bien fait au niveau du design. Je vais laisser Jacques en parler, parce que, pour une fois, il aime l'écran, fait que je vais le laisser aller. Mais, effectivement, au niveau du style extérieur, on est vraiment dans quelque chose que Volvo a raffiné au fil des ans. Une silhouette qui est très épurée. Il n'y a pas d'arête, il n'y a pas de dessin. Tu sais, des fois, là, tu regardes des voitures, c'est torturé un peu. Celle-là, pas du tout. C'est vraiment bien fait. Donc, ça, c'est le côté agréable. Autre élément qui est très agréable, une abondance de technologies. Oui, technologie d'infodivertissement, on va y revenir. Des technologies de sécurité extrêmes, il y en a des tonnes. Vous avez à peu près tout ce qui est imaginable en termes de technologie dans ce véhicule-là. Et bien sûr, on a une autonomie qui est quand même raisonnable. On parle de 425 km à peu près dans la version à 2 moteurs parce que, faut que je vous le dise, le prix que je vous ai donné, c'est la version à 2 moteurs, donc la version à rouage intégral. Parce qu'il y a une version 2 roues motrices qui est pas mal moins chère, prix de base aux alentours de 55-56 000 $. 53 700. Ouais. Le plus à 56 000, donc plus transport préparation. Oui, plus transport préparation. Donc, on est à peu près à ces prix-là. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Le seul petit bémol, en fait, que j'ai trouvé à ce véhicule-là, au niveau... La conduite est intéressante. Je ne l'ai pas conduit longtemps, il faut que je l'admette. Je l'ai d'ailleurs la semaine prochaine pour toute la semaine, donc je pourrais évidemment me faire une meilleure tête. Mais le peu que j'ai conduit, moi, j'ai trouvé que les suspensions étaient juste un peu trop rigides à mon goût. On est dans un petit véhicule qui n'a pas un gros empattement, qui a des suspensions qui sont faites peut-être pour être un peu plus sportive que la nature du véhicule ne le laisse supposer. Ce qui fait que quand, malheureusement, on roule sur nos routes, et vous savez comme moi que dans la région de Montréal, des accidents dans la route, il y en a partout, on les ressent beaucoup. Ça donne probablement une plus grande stabilité en conduite dynamique, ce que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais je vous dirais que dans un très court rayon, ce qui, moi, m'a frappé, c'est exactement cette dureté-là des suspensions qui rend à la limite, certaines portions du trajet un peu inconfortables. Mais dans l'ensemble, pour le reste, c'est un beau véhicule, puis c'est un véhicule le fun. Là. Moi, j'ai pas été jusque-là au niveau des suspensions. J'ai trouvé que c'était quand même pas si pire. Et c'est la direction que j'aurais aimé un peu plus ferme. Ça, j'aurais aimé plus de sensations au niveau de la direction. Il n'y en a pas vraiment. Mais pour le reste du véhicule, je suis d'accord avec toi. Et j'ai aimé aussi le plastique de luxe. Oui. Il y a beaucoup de plastique, mais c'est du plastique de luxe. Juste avant, Jacques, que tu embarques, je veux noter la différence de puissance entre
le simple moteur et le double moteur, parce que c'est 268 chevaux pour le simple moteur, donc simple moteur unique. Et le double moteur, ça veut dire traction intégrale, double moteur, c'est 422 chevaux. Il y a énormément de différence de puissance entre les deux et 400 livres de couple pour une batterie de 69 kWh pour les deux versions. Et les deux versions peuvent atteindre 180 km/h. Absolument. Ben, moi je l'ai conduit de véhicule comme toi, Daniel. J'ai fait du chemin avec pour voir comment ça se débrouillait, si on veut, au niveau de la circulation. Mais premièrement, une chose qu'il faut souligner que mon impression, c'est qu'au niveau du look, au niveau du design, moi, je trouve qu'ils ont eu un coup de crayon vraiment, vraiment très bon parce qu'ils ont fait quelque chose qui ressemble à ce que Volvo, les Scandinaves veulent avoir. Mais la compagnie, maintenant, Volvo, on sait que ça appartient à Geely Motors en Chine. Alors, la voiture est dessinée et fabriquée en Chine. Alors, on se rend compte que les Chinois peuvent faire des choses extraordinaires. T'sais. Les Chinois sont capables. Si tu dis que tu vas avoir un verre de même à 10 cents, ils vont t'en faire un. T'en veux un à 20 $, ils vont t'en faire un. Ils sont capables de faire toutes les qualités à peu près, mais il faut que tu lui donnes l'argent pour le faire. Alors, je pense qu'ils ont vraiment bien réussi avec ce véhicule-là. Comme je disais que c'est un véhicule fabriqué en Chine, quand on ouvre les portes, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on voit comment ça peut être intéressant. Il n'y a pas de bouton dans les portes. Il n'y a pas de poignée comme tel. Il n'y a rien dans les portes là, comme on trouve, mettons, des haut-parleurs, etc., de radio. Il n'y a rien de ça. Parce que la barre de haut-parleur, elle est comme... Moi, j'ai une télévision chez nous avec une barre... Barre de son, là. Barre de son. Moi, elle est placée en bas du téléviseur. Lui, elle est complètement sur le tableau de bord, à la largeur. Je peux vous dire que ça a du son en tabarnouche comme système de son. J'ai trouvé que l'écran central, qui est placé un peu à la Tesla, elle est, à mon goût, elle est beaucoup mieux incorporée, beaucoup plus jolie dans le design du tableau de bord. Il n'y a rien devant moi, mais facilement, je peux avoir un œil sur la vitesse que je vais, qu'est-ce que je veux faire avec le véhicule. J'imagine que si je l'avais pour quelques jours, je réussirais à me débrouiller encore beaucoup mieux que l'espace de temps que je l'ai eu. Une chose que j'aime, le volant. C'est un volant... on en trouve un sur Tesla. Un volant un peu carré, qui se prend bien en main, facile à tourner, à manier. Tout à l'heure, on a parlé au niveau de l'espace intérieur. Si les sièges sont tous levés à l'intérieur, c'est 300 litres au niveau d'espace. Si tu rabats les sièges, tu as 900 litres. En avant, c'est très confortable lorsqu'on est assis à l'avant. Tout ça, on a un bon espace, console bien placée, tout ça. Mais quand on va s'asseoir en arrière, j'ai trouvé que c'était plus pénible pour descendre de la voiture. Monter à bord, c'est trop facile de se galocher à l'intérieur. On sait que ce véhicule-là est fabriqué, comme j'ai dit, en Chine. J'ai une liste complète. Là, on dit que c'est un véhicule idéal pour la ville. On peut faire de la grande route avec ça très facilement. J'ai trouvé que sur la belle asphalte, c'était très confortable. Un peu comme Mac a dit, quand on prend les joints d'expansion après des ponts ou ces choses-là, ça cogne plus fort, on l'entend. C'est des roues 20 pouces. Et les pneus sont faits justement pour supporter le poids de ces véhicules-là. Parce que plus les batteries sont grosses dans les véhicules, plus les pneus ont besoin d'être forts et les suspensions sont en conséquence. Les portières, tu es assis dans le véhicule, tu veux descendre du véhicule, s'il s'en vient des vélos, puis que tu les as pas vus, tu peux pas rouvrir la porte. Parce que ça va le tenir justement pour pouvoir rentrer dans un vélo puis le faire basculer. Alors, un véhicule avec une batterie, comme tu as dit, 69 kWh, moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, le véhicule. Puis, comme on dit, véhicule de ville, si c'est ça, un véhicule de ville, là, c'est très, très facile de vivre avec. C'est un beau véhicule de ville, là. C'est vraiment intéressant. Marc, le fait qu'il soit produit en Chine cause des problèmes à Volvo. Oui. Oui, parce qu'en fait, on va être obligé de suspendre
pendant un bout de temps la distribution. Déjà, aux États-Unis, c'est commencé. On va transposer l'assemblage en Belgique, à Gand, en Belgique, où on va fabriquer ce véhicule-là à l'avenir. Mais évidemment, il y aura un hiatus là, dans les ventes comme telles. Juste pour revenir sur ce que Jacques disait, pour une fois, lui aime l'écran. Moi, je trouve qu'il n'est pas si intuitif que ça. Je trouve qu'il demande beaucoup de travail. Et comme il l'a mentionné, comme tu n'as rien devant toi quand tu conduis, tu as besoin d'un certain apprentissage. C'est peut-être le seul défaut qu'on peut vraiment trouver à ce véhicule-là. Ça et les suspensions. Et le fait que mon banquier ne veut pas que je m'en approche trop parce que ça coûte trop cher. On voit qu'on veut maximiser, je dirais, le minimalisme à l'intérieur du véhicule parce que, par exemple, pour les vitres, pour manipuler les vitres à l'avant, tu n'as plus 4 boutons. Tu en as 2, mais tu choisis si c'est celle d'en avant ou celle d'en arrière avec un autre bouton si tu veux descendre ou monter les vitres. Donc, on essaie, et il n'y a aucun bouton à l'intérieur. Même ouvrir le coffre à gants, on doit utiliser l'écran central. Alors, ça demande justement de l'adaptation, mais je me demande si c'est pas l'industrie au complet qui va arriver avec ça. Absolument. Donc, on copie Tesla, même dans le haut de l'écran, on nous montre le trafic en avant de nous. Les véhicules, on nous avertit s'il y a un véhicule, on nous avertit très bien les limites de vitesse aussi également. Même que le système de contrôle de la tension est un petit peu sensible. Tu n'as pas besoin de te tourner la tête très rapidement pour que tu te fasses avertir de ça, te concentrer. Ça, c'est la nouvelle tendance, par exemple. Donc, la plupart des nouveaux modèles ont cette sensibilité-là. C'est vraiment très intrusif. Et je vous rappelle que ça, c'est le premier laboratoire. Le EX90 qui s'en vient est encore plus équipé en termes de sécurité et devrait avoir encore plus d'intelligence artificielle. Ça, ce n'est que la première étape. Oui. Voilà, merci, messieurs. Ça fait plaisir. On s'en parle plus tard. Oui. Voilà, on s'arrête à virage et on revient rester avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Voilà de retour, je suis présentement en compagnie de Stéphanie Blais et Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. Bienvenue à Virage. Merci. Ça va bien? Oui. Alors, Stéphanie, comme d'habitude, je te parle dans un instant de Groupe Saillant Autocrédit, puis on revient à base. Là. On va essayer de vous redécouvrir un peu Groupe Saillant Autocrédit, mais avant, je profite d'Alexandre, propriétaire, évidemment, copropriétaire du Groupe Saillant. Beaucoup de choses à jaser avec toi pour commencer, mais on va commencer avec Polestar, parce que j'ai toujours pas vu On voit que vous êtes en installation. C'est pas tout à fait fait, mais les voitures sont en vente. Oui, absolument. On en vend déjà plusieurs à tous les mois. Alors, oui, on a encore une petite roulotte, mais ça s'en vient. On va avoir notre bâtiment temporaire qui va être installé vraiment sur le parking du Volvo. Est-ce que la ville coopère oui, ou absolument. on a de la misère un petit peu? C'est un processus, mais là, c'est en branle. On commence là, à le mettre en place, donc en espérant que ce soit installé d'ici Noël. Bon, Polestar, vous avez des véhicules, vous les vendez. On sait que dernièrement, avec la loi de la taxe sur les véhicules chinois, on sait que vous avez une production qui est faite là-bas. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Bon, bien, ça affecte le Polestar 2 seulement. Le 3 puis le 4 qui s'en vient ne sont pas affectés par ça, ne sont pas produits en Chine. C'est sûr que cette loi-là a été mise en place très rapidement. Puis, ça demande à Polestar de s'adapter. Puis, un manufacturier, ça ne peut pas survivre sur une dizaine. C'est une usine est en Chine, la Polestar 2. Comme Tesla aussi produit des véhicules en Chine. Donc, tout est manufacturier. Puis, Volvo aussi en produit en Chine. Volvo, le petit X30 en arrière de toi. Alors, ils vont tous les manufacturiers sont commis au Canada en passant, parce que je sais qu'il y a même eu des rumeurs comme quoi Polestar se retirait du Canada. C'est complètement faux. Polestar est là pour rester. L'Amérique du Nord, c'est un marché important pour les manufacturiers automobiles. Alors, ils vont simplement relocaliser leur production. Dans le cas du Polestar 2, ça va être un peu plus long parce que là, ils ont appris ça il y avait quelques mois. C'est impossible pour lui de se virer de bord. On a des Polestar 2 encore pour plusieurs mois, jusqu'en début 2025, probablement jusqu'en mars, parce que c'est tous les véhicules qui ont été mis sur le bateau après le 1er octobre. Okay. Donc, il y a plusieurs véhicules qui ne sont même pas encore arrivés ici. Eux autres, on va pouvoir les vendre. Puis, ils ont beaucoup de véhicules quand même qui ont fait venir d'avance. Il va rester la 3 et la 4 pendant peut-être à peu près un an et demi. Puis ensuite, le Polestar 7, dans le fond, qui va remplacer le 2. Lui, il va être produit fort probablement en Corée du Sud.
Donc là, il va être correct. Il va avoir, Au niveau de la production, mais Polestar est ici pour y rester. Un petit mot sur Volvo, l'intégration avec Volvo, comment ça se passe? Ah, écoute, ça va très bien. Volvo, c'est un excellent manufacturier. Ils sont fun à travailler. Les véhicules sont très populaires, très en demande. Alors, c'est nous, dans le fond, à l'interne, qu'on doit vraiment ajuster nos systèmes puis tout ça. L'informatique, c'est différent un peu. C'est pas tous des systèmes qui se parlent. On travaille là-dessus. Mais Volvo, c'est un manufacturier qui est super le fun à travailler avec. Bon, voilà pour la portion industrie et concessionnaire. Stéphanie, tu veux revenir sur Groupe Saillant Autocrédit. Donc, tu dis, et juste avant de commencer l'enregistrement, tu m'as posé des questions que j'avais aucune idée. Tu disais, on ne connaît pas Groupe Saillant Autocrédit. Et là, tu veux nous faire redécouvrir Groupe Saillant. En fait, surtout le crédit en tant que tel. OK. On a fait un vox pop dernièrement avec des employés qui sont quand même très proches de nous quand on travaille. Et on s'est rendu compte que les connaissances n'étaient pas tout à fait au point. OK. Donc, je vais te poser quelques questions, puis je vais répondre évidemment la bonne réponse au final. Là. Mais pour commencer, je te demanderais, c'est quoi un R9 dans ton dossier de crédit? Le plus proche de R que je connais, c'est le R2D2. Mais pour ce qui est des codes, non. En fait, le R9, c'est une cote de crédit qui est inscrite dans le bureau de crédit, l'inscription de la banque. Bon, mettons, tu as une carte de crédit. Bien, si elle a mal été gérée, tu l'as mal payée et que l'institution financière l'envoie en recouvrement, elle va tomber en R9. OK? Donc, ça, c'est la cote de crédit qui est malheureusement sans retour. Donc, si, exemple, l'institution financière met la carte de crédit en R9, il envoie la dette en recouvrement, même si on la paie, le solde va être écrit comme étant acquitté, mais le R9 va rester. Puis le R9, il fait mal. OK. Parce que... C'est ce qu'on veut pas dans notre dossier. C'est ce qu'on veut pas, effectivement, dans notre dossier. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quoi les deux agences de crédit qu'on a ici au Canada? Agence de crédit, ça n'a rien à voir avec les banques, ça? Non, ça n'a rien à voir avec les banques. Non, ça, non plus. Alors, les deux agences qu'on a ici, c'est Equifax et TransUnion. OK. Ce sont des agences de crédit qui rapportent l'information que les banques envoient dans le bureau de crédit du client pour dire si on est à jour ou pas dans nos Ils paiements. rapportent le crédit. Est-ce que c'est eux qui analysent le crédit? Non, Non, pas du OK. tout. Eux, ils font que rapporter. Puis en fait, des fois, les gens, ils disent j'ai des erreurs dans mon Equifax ou j'ai des erreurs dans mon TransUnion. C'est pas de la faute d'Equifax, c'est pas de la faute à TransUnion pour la majorité du temps. C'est l'information qu'ils reçoivent des institutions financières parce que c'est les institutions financières qui envoient l'information qui doivent être inscrites au bureau de crédit. Quand tu nous dis toujours qu'il faut faire corriger nos erreurs, c'est là que Voilà, ça puis peut faire mal. nous, quand on fait les corrections, on les fait auprès d'Equifax et de TransUnion, mais il faut qu'on envoie des justificatifs là, qui viennent avec ces corrections-là. Dernière question, c'est quoi la différence? En fait, pas c'est la différence, c'est à partir de quand qu'on peut réemprunter quand on fait une faillite ou une proposition? Bien, ça doit être très court parce que quand tu fais faillite, tu veux repartir à neuf. Donc, j'imagine dans la semaine suivante ou les semaines suivantes. Non? Le plus rapidement possible, oui, tu as tout à fait raison. En fait, c'est vraiment le plus rapidement possible. La majorité des gens, quand on a fait notre Vox Pop, disaient au bout de 7 ans, mais le 7 ans, c'est la libération. OK. Mais on peut réemprunter bien avant la libération. Et il faut le faire parce que plus vite on réemprunte, mieux c'est. Mais Puis, plus vite après la faillite, on réemprunte, moins bonnes sont nos conditions. non, pas nécessairement. Non? C'est pas vrai du tout. Même, je te dirais que c'est le contraire. Plus on attend dans les délais, plus le taux d'intérêt risque d'être élevé. OK. Au départ, là, quand on fait une faillite, là, à partir du moment qu'elle a été inscrite, puis même des fois avant ça, avec certaines institutions financières, on est capable de refinancer tout de suite. Évidemment, on doit envoyer des justificatifs parce que si ça apparaît pas au bureau de crédit, on doit envoyer des preuves comme de quoi que le client est en faillite, etc. Mais on n'a pas besoin d'attendre qu'il soit libéré. On n'a pas besoin d'attendre qu'il ait terminé de payer. Vraiment, là, le plus rapidement possible, c'est la meilleure des options. Moi, je vais t'en poser une. Quand on a des difficultés financières, après combien de temps il faut aller te voir? Eh mon Dieu, le plus rapidement Ouais, c'est possible. ça. Puis, tu sais, on en a déjà parlé. Là, en ce moment, on a la vague du retour du COVID, puis là, on voit vraiment que les gens ont des difficultés. Puis, tu sais, il faut que les gens ils lèvent la main quand ils ont des problématiques le plus rapidement possible. Il ne faut pas qu'ils attendent que ça détériore non plus. Donc, qu'ils viennent nous voir, puis, tu sais, des fois, on prend des chemins différents. Des fois, on est capable de faire une transaction immédiatement. Des fois, on doit prendre un chemin différent, de les envoyer vers un syndic pour régler certaines choses avant qu'on puisse procéder. Bien important. Stéphanie Blais, Alexandre Saillant, merci d'être passé à Virage. Merci. Merci. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va bien rester avec nous. Voici de retour. Je suis maintenant en compagnie de Patrice Ouellette de 48 heures par jour. Salut, Pat. Salut, Daniel. Ça va bien? En pleine forme.
Alors, j'avais hâte de te parler parce que je voulais avoir un peu ta vision du marché automobile présentement, parce qu'on s'en va vers une période plus tranquille, hivernale, évidemment, et on s'en va vers la fin des incitatifs ou la diminution des incitatifs des véhicules électriques. Comment va le marché? Qu'est-ce que tu vois présentement dans le marché, Pat? Le marché, en général, le marché du luxe est un peu plus au ralenti. Ça, c'est clair. Puis je pense que c'est un peu le reflet de ce qui s'est passé dans l'économie. Mais on voit déjà que la diminution des taux, une chose qui est claire, c'est que les paiements vont être plus bas en 2025. Ça, c'est sûr, parce que les taux d'intérêt diminuent. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour le consommateur. Les inventaires montent. Donc, si on prend la baisse des taux d'intérêt, l'augmentation des inventaires, on a des bonnes conditions pour offrir des meilleurs paiements aux consommateurs. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui arrivent avec des autos présentement, Daniel, avec ce qu'on appelle des ballons, hein? Ouais. La ballonne, c'est l'équité négative qu'on a, surtout ceux qui ont acheté une auto en 2020, 2021, au moment où les autos, le prix a monté beaucoup. On a financé peut-être une ballonne, et là, il y en a une nouvelle sur un véhicule qu'on a vendu beaucoup plus cher qu'on aurait dû normalement. Fait que ça crée des situations, mais on va avoir les outils chez les concessionnaires pour financer ces ballons-là, si on peut dire. Pour les travailler, à tout le moins, parce Oui. que des fois, au niveau de l'acceptation, c'est pas tout à fait facile. Des fois, c'est quasiment des montgolfières. Oui, c'est ça. C'est plus que des ballons, là. Il faut faire attention. Patrice, on nous disait, il y a quelques années, jamais les inventaires allaient revenir au niveau d'avant-pandémie. On ne verra plus jamais ça. On ne pourra plus jamais choisir la couleur de notre véhicule dans la cour. Le marché a changé. Il faut dire que dans les dernières années, là, et plus ça change, plus c'est pareil. On revient à la normale. Les seuls qui peuvent peut-être avoir, c'est que l'industrie est bâtie, Daniel, que les usines, on le sait, c'est des investissements de milliards, que ça prend 10 ans construire une usine. Quand ton usine est construite, il faut qu'elle produise beaucoup d'autos. Il faut qu'elle produise du volume. Et pour arriver à faire du volume, il faut que tu remplisses les cours des concessionnaires. Et ce modèle-là existe depuis 30, 40 ans. Et c'est pas 2 ans dans l'humanité de la COVID qui va changer le modèle. Le modèle est toujours là et les manufacturiers ont besoin de produire en volume pour faire leur argent. Mais on le voit, l'électrique ne sont pas capables de produire en volume. Qu'est-ce qui se passe? Il coûte excessivement cher et c'est ce qui ralentit un peu la transition énergétique, c'est que les prix sont encore trop hauts. Je voulais t'emmener vers l'électrique, justement, parce que là aussi, on n'avait pas d'inventaire. Depuis le début de l'électrique, on n'avait pas d'inventaire. Je pense que pour la première fois depuis que l'auto électrique existe, on a de l'inventaire et on souhaite écouler cet inventaire-là. Ouais. En tant que gestionnaire de concessionnaire, comment on gère ça? Bien, écoute, Daniel, ce qui est arrivé aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que toutes les autres provinces, il y avait la Colombie-Britannique qui avait un incitatif, qui ont retiré. Les manufacturiers ont fait quoi? Ils ont pris tout l'inventaire canadien d'électrique, ils ont envoyé ça où? Au Québec. Au Québec. Fait que les propriétaires n'ont pas eu de mots à dire dans ça. C'est que c'est arrivé en quantité industrielle. Donc, les cours de concessionnaires, prenez Volkswagen, prenez Hyundai, prenez Toyota, tous ceux qui ont de l'électrique, les cours sont pleines d'électrique. Donc, quelqu'un qui va avoir une bonne transaction, c'est le moment, parce que d'un, l'incitatif, il y a une portion de l'incitatif qui va tomber après le 31 décembre. Présentement, chez Volkswagen, il y a un arrêt des ventes qu'on appelle un stop sales. Donc, on ne peut pas les livrer. Ça veut dire qu'il va y avoir des bons deals chez Hyundai, il va y avoir des bons deals chez les autres manufacturiers qui ont de l'électrique en inventaire. Donc, pour ceux qui, peut-être, sont attirés par ça, il n'y a pas un meilleur moment que se procurer un véhicule électrique que présentement au Québec. C'est le temps de faire votre transaction s'il y en a un qui vous intéresse. Pat, on s'en va dans une période plus tranquille au niveau des concessionnaires automobiles. Oui. Toi, en tant que gestionnaire, comment tu appréhendais et comment tu te préparais à cette période-là de rentrer là, dans la période automnale-hivernale? Période tranquille. L'automne, on le sait, Daniel, pour un concessionnaire automobile, c'est une période, comme on dit, la manne passe. Pourquoi? Parce que les départements de pièces et services sont pleins. C'est le changement de la période des pneus. Donc, une grosse partie du chiffre d'affaires est là. Le consommateur peut en souffrir, c'est mal géré, comme il peut trouver que c'est plaisant d'aller chez son concessionnaire. Mais une chose est sûre, présentement, c'est une période occupée. La période tranquille, on fait quoi dans un concessionnaire? On forme son monde. Ah oui? On augmente le niveau d'habileté de son staff. Pourquoi? Pour qu'il soit meilleur l'année d'après.
Prêt pour le printemps? Prêt pour le À printemps. faire feu. Même si les cycles sont beaucoup moins importants qu'avant, Daniel, le printemps, il y a 10 ans, puis le printemps aujourd'hui, c'est plus le même printemps. Est-ce que c'est à cette période-ci que tu engageais du personnel pour être capable de les former pendant que c'était plus tranquille? Embaucher, non, parce Non? que tu veux pas augmenter ta masse salariale à une période où, exemple, janvier, que c'est difficile d'avoir de la rentabilité. Souvent, on opère à perte. Janvier, parfois février aussi. C'est pas dans ces mois-là. Fait que tu vas être à un niveau de staff, sans dire réduit, mais au bon niveau, mais bien les former. Pour qu'ils soient plus efficaces. Pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces, surtout que le client ait une meilleure expérience client. Pat, tu vas revenir avant la fin de la saison pour parler de 2025. Oui. Parce que là, 2025 s'annonce une année assez charnière, assez intéressante de voir la direction que vont prendre les fabricants automobiles. Électriques, Absolument, semi-électriques, branchables, on s'en va où? Oui. Bon, Comment on gère les inventaires? Qu'est-ce qui se passe avec Chrysler, avec Volkswagen? C'est deux fabricants qu'il faut surveiller. il faut surveiller, comme on le disait, Daniel, Honda on aussi. l'a répété, la transition énergétique est difficile pour tout le monde. Pour certains, sans dire qu'elle est atroce, elle est vraiment, je pense à Volkswagen, qui ont des grosses décisions à prendre. À court terme, on parle d'ici à la fin de l'année, peut-être des usines qui vont être fermées en Allemagne. C'est la première fois en 100 ans d'histoire que ça arrive. Fait qu'on le voit, hein, ça... Nordvolt, il va arriver quoi avec ça? On le sait pas. Fait que les prochains mois, les prochaines et 2025 vont être très intéressants. Bon, j'ai déjà hâte à notre prochaine chronique. Merci beaucoup, Pat. Merci, Daniel. Alors voilà, Patrice Ouellette de 48 heures par jour. On se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques et on va revenir rester. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Danny, première chronique mécanique. Évidemment, il faut parler de la préparation de sa voiture en vue de l'hiver qui s'en vient. Puis, c'est pas facile l'hiver, donc il faut commencer du bon pied avec sa voiture. Effectivement. Puis il y a toujours des points cruciaux à observer. Premièrement, les liquides, on va s'entendre. Que ce soit les liquides de changement d'huile. Souvent, les gens, là, de plus en plus, les gens disent on ne roule plus beaucoup avec notre véhicule. 2 changements d'huile minimum par année avant l'hiver, avant les intempéries, la température froide et au printemps. Je pense que c'est un must. Ensuite de ça, la visibilité. T'sais, on peut rire un peu, mais des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas très bien durant l'été, c'est tel que tel. Des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas bien pendant l'hiver, ça peut créer une problématique pas mal plus grande. La visibilité, c'est de la sécurité. Effectivement. Souvent, on va proposer à notre clientèle un aquapelle. L'aquapelle, ce que ça fait, c'est que, ça l'aide au niveau de l'évacuation d'eau, au niveau du pare-brise, des vitres de côté, arrière. De mon côté, j'en mets à peu près dans toutes mes vitres au niveau de l'automobile. Ça fait un excellent travail. C'est plus facile aussi pour le dégel. Quand les fenêtres sont gelées, ça fait une bonne job. Très, très important. Ensuite de ça, les freins, la direction, c'est les pièces cruciales de l'automobile. Si ça ne freine pas, si nos freins ne sont pas en bon état, si on a des problèmes de direction, on risque d'avoir des gros problèmes. Il faut regarder de ce côté-là. La batterie, système de charge, savoir évidemment, parce que là, on va avoir des températures froides, Oui. on doit avoir un système qui est en forme. Effectivement, puis dans les dernières années, on a eu des hivers un peu plus chauds, un peu plus tempérés. Les gens disent « Oh, ma batterie, elle a passé encore l'hiver passé », mais de ne pas attendre le point jusqu'à temps que la batterie soit complètement morte. On les vérifie lors de votre inspection hivernale. Quand on fait l'inspection, on vérifie vos freins, on va vérifier les pièces de direction et on vérifie aussi le système de charge. Avec les éléments qu'on a, avec toutes les pièces qu'on a pour vérifier ça maintenant, c'est assez précis. On va être en mesure de vous dire exactement à quel genre d'hiver vous attend. C'est important, les filtres, filtres à l'air du moteur, évidemment, filtres d'habitacle aussi, qu'on oublie souvent. Oui. Encore une fois, dans la préparation hivernale, quand on va faire la première inspection ou l'inspection hivernale qu'on appelle, on les vérifie, les filtres. Effectivement, Daniel, le filtre à air, c'est ce qui permet au moteur de respirer. Donc, un filtre à air qui est obstrué, qui est bouché, consommation d'essence plus grande. Après ça, le filtre à habitacle, c'est exactement l'air qu'on respire à l'intérieur. Vous seriez impressionné de voir les filtres habitacle qu'on sort de certains véhicules. C'est impressionnant ce qu'on retrouve à l'intérieur du filtre habitacle. Donc, ne pas négliger ces aspects-là. Oui, mais faire vérifier là, au changement, justement, là, notre premier entretien en vue de l'hiver, puis au printemps également. Donc,
On le fait vérifier 2 fois, puis je pense que ça, c'est le minimum qu'on doit faire. Danny, les gens qui ont un budget un peu plus serré, là, je veux faire le minimum sur ma voiture, qu'est-ce que tu recommandes de plus important? Bien, de plus important, c'est l'inspection générale avec le changement d'huile. Parce qu'avec le changement d'huile, comme j'expliquais tantôt, le système de charge est vérifié, on est sûr que notre batterie est correcte. 2, on va vérifier les essuie-glaces, on va vérifier les filtres, on va vérifier aussi les niveaux des autres liquides, le liquide de refroidissement, ces choses-là. Donc, on est en mesure de dire au client son véhicule est-il sécuritaire pour l'hiver. S'il y a des bruits, s'il y a des cognements, s'il y a des bruits bizarres au niveau du véhicule, bien là, à ce moment-là, c'est au client de peut-être nous aviser, de dire j'ai un petit bruit de cognement au niveau de la direction, mais là, on peut pousser notre expertise un peu plus loin puis faire des vérifications supplémentaires. Vous allez pouvoir lui dire exactement où en est rendu l'usure de certaines composantes, qu'est-ce qui est à faire tout de suite urgent pour la sécurité et le reste, bien, on peut l'étaler dans le temps pour éviter des coûts trop onéreux. Effectivement, d'arriver avec une cédule, si on peut dire, de réparation. Mais le meilleur juge d'un véhicule, vous comprenez que c'est le propriétaire du véhicule. Si le propriétaire arrive et dit « j'ai tel type de bruit, tel type de silement ou ces choses-là », bien ça l'aide le garagiste comme des harnais, de prendre des bonnes décisions puis d'arriver avec un diagnostic beaucoup plus précis pour le véhicule. Danny Bellil, merci beaucoup. Merci, Daniel. Voilà, de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, tu commences avec quoi? Commence avec Kia. Kia. Et le Tasman. Ah oui. C'est ce que c'est, le Tasman? C'est étonnant, ce petit camion. C'est vraiment surprenant. Écoute, c'est sûr que c'est une camionnette limite Honda Ridgeline plus qu'un vrai camion pick-up à proprement parler. On a vraiment une cabine... La version, ça doit être une version en route qu'on a vue parce que c'était quand même plus une version d'un Tacoma TRD Pro. Oui, bien en fait, c'est ça. C'est qu'on a vraiment joué avec à peu près n'importe quoi. C'est vraiment... Par contre, c'est un vrai châssis de camion. Hein. C'est pas une structure monocoque. Donc, ça devrait être assez solide. Écoute, une caisse de 6 pieds, quand même, c'est une boîte de 6 pieds, ce qui n'est pas désagréable. Capacité de remorquage, 7700 livres. C'est l'équivalent du Canyon ou du Colorado chez nous. Donc, on est vraiment dans ce monde-là. 4 cylindres turbo 2.5, 277 chevaux, 311 les pieds de coupe. C'est tout à fait approprié pour une camionnette du genre. Boîte manuelle. Hein? Ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que ça, c'est rare. Automatique 8 rapports aussi, c'est selon. 0-100, 8.5, c'est pas le plus rapide, mais c'est largement suffisant. Et l'intérieur, c'est vraiment un VUS. On est vraiment dans quelque chose où on est allé chercher l'espèce de confort. On sait qu'il aime beaucoup faire ce genre de truc-là. Là. Hyundai le fait un peu avec le Santa Cruz aussi, où on a donné l'impression que la cabine était celle d'un utilitaire sport. Mais c'est exactement ça. Double écran, 12,3 pouces. On commence à être habitué du côté de chez Kia. Oui, mais beaucoup de rangements. On voit qu'on veut accommoder les gens qui travaillent avec leur véhicule, les gros boutons, si tu as des gants. Donc, on reste vraiment là, dans le véhicule utilitaire. Exactement. Donc, on est vraiment dans un camion. Bémol, il ne viendra pas chez nous. Pour le moment, il va être vendu en Corée du Sud seulement. Après ça, on va aller notamment vers l'Australie, parce que c'est un terrain très propice à ce genre de camionnette-là. On va le répandre un peu en Europe. Pour le moment, il n'y a pas de plan pour venir en Amérique du Nord, ce qui est extrêmement dommage, à mon avis, parce que c'est un camion qui aurait un certain succès. Ben oui, mais ça, on est habitué, hein, ce genre de petites camionnettes-là, de ne pas les avoir. Le Ford Ranger existait depuis des années en Australie. Nous autres, on ne l'avait pas ici. Puis pourtant, depuis qu'il est arrivé en Amérique du Nord, il va vraiment bien, le Ranger. Le Tacoma aussi va bien. Puis il y en a plein d'autres petites camionnettes comme ça partout à travers le monde que nous, on n'a pas. Le fameux Amarok. Attention à Kia. Si les concessionnaires commencent à demander ce véhicule-là, ça ne m'étonnerait pas qu'on pourrait l'avoir plus vite qu'on pense. Effectivement. Parce que s'il y a une compagnie qui se vire vite d'abord, c'est bien eux autres. Oui, bien les Coréens, en général, tu le sais, ont tendance à être assez rapides là-dessus. Un autre format, on s'en va chez Porsche du côté de la 911 Carrera T, un véhicule qui est absolument magnifique. Hein? Écoute, c'est un véhicule quand même étonnant parce que c'est une version hybride.
qui arrive donc avec une motorisation électrique de 54 chevaux. Écoute, c'est complètement fou, là. Ça diminue d'une demi-seconde les accélérations, ce qui est énorme dans le cas d'une Porsche, une demi-seconde, là, on s'entend. Bien sûr, 3,6, 540 chevaux, un véhicule qui est extrêmement puissant. Version cabriolet aussi, ce qui n'est pas inintéressant parce que c'est rare que dans ce genre de véhicule de performance-là, on l'a. Et enfin, bien sûr, les non-hybrides, eux, vont offrir un petit peu moins de puissance. On parle de 460 chevaux, mais quand même, c'est pas négligeable. Et, attention, bonne nouvelle, la 992.2 Carrera, donc le prochain modèle qui va arriver un peu plus tard, va être offert avec une boîte manuelle. Ça, c'est déjà une grosse nouvelle. Ça, c'est une grosse nouvelle. Mais il faut voir la façon dont ils ont fait ça du côté de chez Porsche. D'abord, le moteur, c'est un nouveau moteur qu'on accouple avec un système électrifié. Le moteur est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit. Et on a placé le moteur comme un peu Honda, donc un IMA, donc un moteur intégré entre la transmission et le moteur. Et étant donné que c'est central, ça déplace un peu le poids, ce qui fait en sorte qu'on a réussi encore à avoir une voiture 50-50. On pousse vraiment très loin, mais la dimension, parce que j'ai vu la dimension de la transmission et du moteur électrique, c'est quand même assez surprenant de voir le tout. C'est une belle mécanique. Effectivement. Et il y aura même une version de performance qui va arriver avec la motorisation hybride, dont la puissance va excéder... C'est le début. L'électrification va s'étendre partout dans le camp. Oui, mais tu sais, même dans la Carrera T, on va arriver avec une version surpuissante à 600 chevaux. C'est quand même pas pire pantoute. Il y a des compagnies qui vont bien, hein, on en parle. Il y en a d'autres qui vont moins bien. C'est le cas de Stellantis. Stellantis, on le sait, ça va pas très bien. Ils ont même fait une pause sur la fabrication du Grand Cherokee et du Durango. Okay. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Bien, on sait que c'est un ralentissement des ventes, donc oui, on veut... mais ils ont refusé de donner la réponse et ils ont refusé de donner le délai d'arrêt. Tu sais, le Durango, là, c'est vieux comme la terre. Ouais. Et le Grand Cherokee, malheureusement, on l'a mis trop luxueux. Ouais. C'est pas parce que c'est un mauvais véhicule. Au contraire, c'est un véhicule trop luxueux et les gens allaient dans le prix où on l'a placé, le Grand Cherokee, malheureusement, on s'est tiré dans le pied et on va devoir faire des ajustements de prix. Oui, puis on s'en va contre le Wagoneer, en fait, littéralement, alors qu'on sait que le Wagoneer est beaucoup plus... Mais c'est quand même 5000 personnes qui ont été mises en pause sans raison officielle. Pour le moment, c'est pas une bonne nouvelle. Parlant de pause, bien évidemment, chez Volkswagen, on le sait, une première fermeture d'usine, 2 autres qui s'en viennent, jusqu'à 10 à 12 000 employés qui pourraient être suspendus. La catastrophe. Et le problème, c'est qu'il y a un comité directoire, donc un comité qui comprend, entre autres, des employés qui ont le pouvoir de mettre un frein aux décisions du conseil d'administration. Alors, les discussions n'ont pas fini. Et le chancelier allemand s'en est même mêlé en menaçant Volkswagen de certaines formes de représailles si jamais il allait trop loin dans les mises à pied. Alors, c'est vraiment une situation de crise du côté de chez Volkswagen. Pendant ce temps-là, on nous lance Scout Motors avec une autre façon de procéder. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Garde ça en tête. Oui. Scout. Je ne sais pas trop comment on dit. Scout. Peu importe. On va en parler la semaine prochaine parce que ça vaut la peine. La mise en marché est tout simplement folle. Oui. Et Volkswagen, il faut aussi en reparler parce qu'on a des grosses décisions à prendre et ça tire dans tous les sens présentement. Et c'est vraiment grave ce qui se passe en Allemagne, là. Je pense qu'on est en train de se mettre l'Allemagne à dos du côté de chez Volkswagen. Et tout les concessionnaires nord-américains. De mauvaises décisions prises au cours des dernières années. Oui. Mais ça, on va y revenir parce que c'est un dossier extrêmement important. Tout à fait d'accord. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Voilà, on s'arrête à Virage et au retour, on répond à vos questions. Restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on en a quand même certains, donc on va y aller tout de suite. Clément nous demande, je veux remorquer une roulotte de 8500 livres au printemps prochain, sans bagages.
Ça commence à être un monstre, là. On Ouais. parle d'une partie de la maison qu'on apporte avec soi. Ça va être 10 000 calories. Ouais. Donc, est-ce que je dois choisir un F-150 3.5 EcoBoost ou un Ram e-Torque? Question de goût au niveau véhicule. Personnellement, j'irais avec un Ram pour le torque et pour la capacité de remorquage. Et je trouve que le luxe du Ram aussi est drôlement intéressant à l'intérieur. Les camionnettes de cette nature-là, c'est une question de religion. C'est aussi plate que ça. C'est-à-dire, vous aimez Ford, vous aimez GM ou vous aimez Ram. Moi, j'aime Ram pour le côté un peu plus... J'aime pas le mot, mais un peu plus macho du look puis de l'intérieur. J'ai toujours aimé Ram pour ça. Et effectivement, dans ce cas-ci, pour le couple, qui est définitivement un avantage du côté du Ram. Mais vous n'aurez pas de problème avec l'autre pareil. Mais il faut évaluer. Là. Je pense que la question se pose plus dans le choix du camion. Oui. Le choix de la catégorie de camion. C'est ça. Parce qu'à rendu à 8500 livres... Vide. Donc, une fois le bagage posé, puis les tanks à yacht, on met une autre chaise, puis 2 chaises, oui, mais tanks à yacht, si on a de la visite, on va mettre une autre chaise. Et une fois qu'on va faire regarder le poids du tout, je pense que là, ça dépasse, puis là, on se rend compte. Parce que oui, 11 000, mettre 1000 livres, je pense que là, on s'en vient un petit peu juste, parce que 1000 livres de bagages, ça arrive très rapidement. Oui, mais c'est 8 500. Ça les mène à 9 500. Techniquement, ces camions-là sont facilement capables de remorquer entre 12 et 13 500 livres. Fait que, tu sais, normalement, ils ont encore une marge d'une coupe de 1000 livres. Là. Tu regardes le poids dans la boîte que ça amène, si c'est une roulotte à sellette ou pas. Alors, puis pour vous donner davantage de marge de manœuvre, moi, c'est ça qui est le fun. Les 2500, il n'y a pas grande différence de prix. Justement. Non. Fait que Différence de consommation. et évaluer bien comme il faut. Solide différence de consommation, par contre. Ça dépend de l'usage que tu fais de la camionnette quand tu n'as pas la roulotte. Avec une roulotte de 8500 livres, Marc, là, la consommation d'un litre ou deux de différence, ça ne change pas grand-chose. Là, quand tu as la roulotte, non. Ma question, c'est ça dépend de l'usage que tu fais quand tu traînes pas la roulotte. Combien de temps tu as la roulotte en arrière? C'est ça. Moi, c'est là qu'est la question, là. Choisissez entre l'économie de carburant et la roulotte. Sylvie, elle veut savoir, quel véhicule électrique arrive bientôt sur le marché? Elle aimerait avoir quelques modèles. J'en ai sorti quelques-uns, messieurs, vous pourrez compléter si j'en ai oublié. BMW Série 3, tu sais, des modèles un peu d'importance. BMW Série 3, qui va emmener un nouveau design. Je pense que ça va être une voiture importante. iX3 également, la fameuse Bolt. Vistic et Optic chez Cadillac. Je pense que c'est 2 modèles qui vont arriver. Chrysler Airflow. On l'a vu il y a longtemps, mais on n'entend plus parler, mais il devrait arriver bientôt. Charger EV, on vous l'a montré la semaine dernière. Jeep Wagoneer électrique, Ford Explorer, Ram EV, Mercedes CLA, véhicule important. On change le design chez Mercedes et le CLA devrait être le premier à montrer ce nouveau design-là. Macan EV, quelques modèles Audi, donc on ne parle pas bien, la compagnie ne nous parle pas. C'est ça. EV3 également et Ioniq 7. Sont les EV3 de Kia. Bien, on vient de voir le Ioniq 9 qui a été dévoilé aussi par Hyundai. Bien, dévoilé en partie. Là, ils aiment bien ça, dévoiler des petits morceaux. Donc, le Ioniq 9... Est-ce que le Ioniq 9 va remplacer le Ioniq 7? Le Ioniq 7 va être utilisé en Europe, Ioniq 9 pour nous? Je pense que ça va être ça, l'idée. Mais en tout cas, pour le moment, tu as fait pas mal le tour de ce qui s'en vient, bien que là-dedans, je te dirais qu'il y en a la moitié qui sont hypothétiques. Hypothétiques? J'aime bien le Chrysler Airflow, mais il était prévu pour 2028. On ne sait pas trop. Le Ford Explorer électrique devait être fabriqué à Oakville, je vous rappelle. On a changé l'usine. À partir d'usine de l'an prochain. Mais là, elle commence en 2027, l'usine. Donc, il y a beaucoup de ces véhicules-là qui sont hypothétiques. La Bolt, oui, il y aura une nouvelle Bolt, mais on ne sait pas de quoi elle a l'air, on n'a aucune idée. Donc, tu sais, on est vraiment dans quelque chose où il n'y a pas de confirmation de nulle part. On sait que de plus en plus, il y aura des véhicules hybrides branchables, beaucoup plus que des voitures électriques. On sait qu'il y a la nouvelle Nissan Leaf qui va arriver là, au cours de la prochaine année. Mais après ça, on tombe dans le e-Power, donc dans des véhicules qui sont... disons, électriques avec un prolongateur d'autonomie. Donc, il y a plein... On est encore vraiment dans une période charnière où il n'y a pas de confirmation ni d'un bord ni de l'autre. Monsieur Truchon, il veut savoir... il projette acheter une Ford Taurus SHO 2015, 87 000 km.
souvenez de ça? Oui, Ça, les c'est- SHO. Les SHO, c'était des véhicules, ça voulait dire... J'étais obligé d'aller voir un peu, je ne me rappelais plus de ce Super véhicule-là. High Output. Super High Output, Le moteur, c'était exactement. pas un moteur Yamaha. Oui. Non, dans l'autre génération. l'autre. Ah dans oui? cette génération-là, Peut-être. parce qu'encore là, je me rappelais de quoi, ça? J'ai dit, il me semble que c'est fait par Yamaha. Et la transmission par Mazda. La Oui. transmission. Mais c'est dans les premières générations. C'est vrai. Première génération, 89 à 99. Deuxième génération, je pense que c'est 2010 à 2019, c'est la dernière génération. Bref, il y a eu comme 4 générations de ces véhicules-là. Première génération, il y avait un 3 litres Yamaha, transmission Mazda. C'est ça. Ouais. C'est ça. Deuxième génération, on est allé avec le EcoBoost. On avait le 3.5 EcoBoost qu'on a utilisé et non plus le fameux moteur Yamaha. Alors, avec le EcoBoost, oui, si la carrosserie est belle puis s'il n'a pas été trop magané. Sauf qu'un SHO, ça se peut qu'il ait été peut-être un petit peu modérément utilisé, je vous dirais. Alors, faites-le inspecter comme il faut. Pas non plus. Tu sais, moi, je m'achetais un véhicule de même, je l'achèterais pour mon plaisir, mais je ne l'utiliserais pas nécessairement. Tu sais. Mais c'est bien embêtant. Il faut faire le tour du véhicule, l'examiner, et ça nous donne une bonne aperçu. C'était pas un exemple de voiture Non, sport non, extraordinaire au niveau de la Non. tenue de route et tout. Là. C'était Vraiment pas, là. C'est juste un C'était gros pas un véhicule. prix Nobel de la voiture sport. C'est juste ça, là. l'équipement qui était monté à bord Mais qui c'était- permettait au niveau de Ouais. suspension tout ça d'être Le un petit petit peu look, plus là, c'était cute. que la Taurus ordinaire. Rapidement, quoi regarder avant d'acheter un... C'est René qui demande quoi regarder avant d'acheter un véhicule usagé qui a comme 8 ans. Faire le tour. Écoutez, C'est bien simple. il n'y a c'est pas une un expression élément qu'on- à regarder. Fais le tour. Faites-le inspecter. D'abord, regardez la carrosserie, voir s'il y a des morceaux qui tombent. Et deuxièmement, faites-le inspecter de façon efficace par quelqu'un d'indépendant. Parce qu'il n'y a pas un point spécifique. Chaque compagnie a eu des qualités et des défauts. On ne peut pas dire une chose en particulier. Parce que ce qui est curieux, c'est que tu as des véhicules, par exemple, tu as besoin de changer un ball-joint. Tu es obligé de changer la table au complet. Le ball-joint vient avec la table. Tu sais. Ça augmente le prix au niveau réparation quand tu as une réparation à faire effectuer. Vous me faites penser, il y a quelque chose qui me vient en tête. Quand, si vous regardez un véhicule, par exemple, d'un particulier ou d'un garage de revendeur qui n'est pas directement chez un concessionnaire, vous n'avez pas vraiment de garantie, un véhicule qui prend beaucoup de l'âge, 8-10 ans, faites juste placer la clé ou le bouton sur accessoire sans démarrer le véhicule. Assurez-vous que chacune des lumières allume dans le tableau de bord. Parce qu'il y a des petits ratoureux qui éteignent le check engine, par exemple, ou le voyant jaune ou rouge de lumière. Donc, si vous mettez juste sur accessoire puis qu'il n'allume pas, c'est qu'on l'a éteint et on essaie de vous en passer une petite vite. La même chose pour les ABS ou les autres lumières. Assurez-vous que toutes les lumières sont allumées et qui n'ont pas été éteintes. J'ai pas l'esprit à tête tordu, je n'avais pas pensé à ça, tu vois. Ben oui. L'arbre de Noël. Si l'arbre de Noël n'allume pas. Ça arrive, ça. Il y en a oui. vraiment beaucoup qui se font faire des petits tours comme ça, ici et là. Messieurs, c'est déjà tout. Ben, Merci. On a encore plein d'autres questions. Continuez à nous envoyer vos questions, c'est fort apprécié. Et dans les prochaines émissions, éventuellement, votre question va finir par arriver. Genre, bienvenue Marc Bouchard, merci de votre participation. Merci, bonne semaine. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.